Bonjour à tous. Alors, je vous propose aujourd'hui de continuer un parcours d'exploration autour du corps humain. Et aujourd'hui, on va parler de l'homme idéal, mais évidemment de l'homme idéal version histoire de l'art. En fait, ce que je vous propose, c'est de découvrir la manière dont les artistes vont interpréter cette idée du corps idéal à travers des représentations de corps essentiellement masculins aujourd'hui. On va essayer de comprendre un peu cette quête du corps idéal de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. On va avoir des très beaux Apollons, des athlètes aux musculatures vraiment exemplaires, des dieux et des héros, et puis peut-être aussi quelques hommes ordinaires au milieu de tout ça. Mais en tout cas, on va voir comment on nous fait fantasmer sur des corps admirables, équilibrés, avec une idée de la perfection que la publicité et la mode vont évidemment s'approprier par la suite. Alors, pour commencer ce parcours, on va aller chercher dans l'Antiquité grecque, même si on aurait pu aller voir dans d'autres cultures extra-européennes. Je vais vraiment rester dans les bases de la culture occidentale. Dans la Grèce antique, on va donc trouver une première quête de représentation de corps idéalisés, en particulier de corps masculins. Et on voit apparaître en fait cette recherche-là dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, notamment dans la représentation des coureuils, qui sont ces adolescents de la période grecque archaïque, où les corps sont représentés, vous le voyez, de manière assez stylisée, avec des démarcations assez nettes, réalistes aussi en même temps, puisqu'on a quand même la position des muscles et des articulations qui sont bien notées, mais avec une certaine rigidité. C'est une première représentation d'un corps qu'on pourrait qualifier d'idéalisé, qui va légèrement, vous voyez, s'assouplir par la suite. Ici, vous avez un autre Kouros qui, cette fois-ci, date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et vous voyez que là, on arrive à une représentation qui prend un peu de mouvement, qui prend aussi un peu de subtilité, de légèreté, qui est un petit peu moins graphique et un petit peu moins stylisée. Si on regarde de plus près la représentation du corps, vous voyez que voilà, les lignes sont moins marquées. Bon, on a quand même encore beaucoup de rigidité, même si vous allez le comprendre, dans la sculpture grecque antique, on va rechercher surtout et avant tout la question de l'équilibre et de l'harmonie. Alors, pourquoi est-ce que c'est l'équilibre et l'harmonie qu'on va rechercher dans l'idéalisation du corps antique? Eh bien, parce que chez les Grecs, le beau n'est pas un concept très clairement défini. Le mot kalon désigne surtout ce qui plaît, ce qui suscite l'admiration. Mais en fait, en tant que beau, comme on l'entend en sens moderne, c'est pas forcément quelque chose qui existe intrinsèquement. Disons qu'en général, on associe le beau à autre chose. Dans les arts, puisqu'on parle d'art, ce qui est beau, c'est ce qui est harmonieux, ou ce qui est bien proportionné, ou ce qui est symétrique. Dans la mythologie, les personnages beaux, en général, ce sont des personnages bons, justes, ou alors ce sont des personnages qui ont des limites, qui sont pas dans la démesure. Cette beauté, elle va trouver vraiment sa représentation parfaite, son expression dans la figure du dieu Apollon, qui est sans doute l'un des dieux les plus représentés justement à l'époque archaïque grecque. Le dieu Apollon qui est le dieu des arts et de la musique. Et vous le savez peut-être, mais la musique dans l'Antiquité, c'est aussi un élément qui est complètement associé à l'équilibre et l'harmonie. On associe la musique plutôt à des sciences comme les mathématiques et toute la partie, on pourrait dire, astronomie, plus que à la peinture ou à la sculpture. C'est vraiment un art de l'harmonie. Et finalement, le dieu Apollon, qui est un musicien, qui est le dieu des arts, il reflète en fait cette idée-là. Il est à la fois le dieu de la beauté masculine, mais aussi le dieu de la musique et des arts de l'harmonie. D'ailleurs ici, alors il l'a perdu avec le temps, mais il porte au départ donc une cithare, un instrument de musique, et c'est pour ça qu'on l'appelle l'Apollon citharède. Et vous voyez que le corps d'Apollon, eh bien, c'est un corps dans lequel domine l'harmonie et le sens de la mesure. Alors non seulement il a un visage très symétrique, vous le voyez, mais il a aussi un corps qui est dans
l'équilibre. Alors, l'équilibre formel, on peut voir que les épaules, le torse, etc., tout est plutôt équilibré, mais je dirais aussi l'équilibre vraiment dans le raffinement. C'est-à-dire qu'Apollon, c'est quoi? C'est un dieu qui est pas trop viril, mais pas viril non plus. Donc il est glabre, il a pas beaucoup de poils, mais en même temps, il est quand même un peu musclé. Alors il est musclé, mais pas trop. Il est athlétique, mais pas trop. Il est raffiné, mais pas trop. En fait, il est toujours dans cet équilibre entre quelque chose qui serait trop mince ou trop bodybuildé. Pour comparer, on peut regarder le personnage d'Hercule, qui lui est plutôt dans la démesure. Alors Hercule, c'est aussi un personnage dans la mythologie qui est un demi-dieu. Donc il y a une petite différence entre Apollon et Hercule là-dessus. Mais Hercule, il est très fort. Donc il est extrêmement musclé. Il a beaucoup de barbe aussi. C'est un personnage de la démesure. Et d'ailleurs, vous voyez, cette sculpture est elle-même démesurée puisque le personnage mesure ici 3,17 m. On est vraiment dans le gigantisme. Donc, ce qui est certain, c'est que le personnage d'Apollon, c'est le personnage de l'équilibre et de l'harmonie. Et quand on parle d'équilibre et d'harmonie, on parle pas forcément uniquement donc d'éléments de structure. Vous voyez que dans cet Apollon du Belvédère, qui est une sculpture extrêmement célèbre, ici c'est une copie romaine, mais on sait que l'original grec du IVe siècle ressemblait à cette sculpture. On a du mouvement. C'est pas parce qu'on est dans l'équilibre et l'harmonie qu'on ne peut pas avoir du mouvement. Et justement, ce qu'on va rechercher dans le mouvement, c'est plus particulièrement une posture, vous voyez, qui semble déséquilibré, mais qui retrouve son équilibre au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle le contrapposto. Je vous en reparlerai tout à l'heure, mais vous allez voir que ça va devenir quelque chose de fondamental dans la statuaire grecque, romaine et aussi de la Renaissance. Donc, on a énormément de représentations d'Apollon, mais on a aussi plein d'autres dieux qui sont représentés avec des corps à peu près identiques. La raison à ça, c'est que les dieux sont représentés avec un corps idéalisé, pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce que ils représentent en fait le monde. Et les dieux antiques, vous le savez peut-être, ils n'ont pas créé le monde, mais ce sont des fragments du monde. Du chaos originel sont nés les dieux, et les premiers dieux, c'est Gaïa, la terre, Ouranos, le ciel, Nyx ou Nox, la nuit, etc., etc. Donc, les dieux sont le monde, et donc, ensemble, ils constituent une harmonie générale. Pris individuellement, ils sont extrêmement faillibles et ils ne sont pas tous parfaits, mais comme ils représentent un peu cette idée de l'harmonie, on va avoir tendance à représenter leur corps de manière idéalisée. Alors, on notera que selon les périodes, vous voyez qu'ici, on est sur une copie d'un original du IVe siècle. Ici, on est sur une sculpture du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc 4e siècle avant Jésus-Christ, 5e siècle avant Jésus-Christ. On voit qu'il y a quand même des petites différences dans la façon de traiter la représentation du corps. Dans les périodes les plus anciennes, ici on se rapproche un peu des coureuils qu'on a vus tout au début. Évidemment, il y a un peu de stylisation dans la musculature. On a quelque chose qui est un peu plus figé. Et plus on avance dans le temps, plus on va avoir de la souplesse, plus on va avoir un mouvement qui se veut plus naturel. Mais les principes de base restent identiques. Alors le dieu que vous voyez ici, on a du mal à l'identifier, on hésite entre Zeus jetant la foudre ou Poséidon avec son trident. Dans tous les cas, on a affaire à une représentation d'un dieu, vous voyez, dans une posture assez donc dynamique, et surtout on a la représentation d'un dieu dans une posture qui est proche d'une posture d'athlète, qui serait un lanceur de javelot. Et c'est pas par hasard en fait si la pose de ce dieu ressemble à un athlète, car effectivement les athlètes vont être aussi le sujet de beaucoup de recherches dans la façon d'idéaliser les corps, notamment en Grèce antique. Pourquoi ? Parce que pour les Grecs, l'idéal athlétique, c'est une sorte d'exemple terrestre de ce qui peut se rapprocher le plus de la beauté divine, en tout cas de l'harmonie du monde.
que les athlètes qui construisent leur corps, qui entraînent leur corps, le but c'est pas d'avoir un corps démesuré hein, aussi pour les athlètes grecs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la plupart des sculptures qui représentent des athlètes, même si voilà, dans ce disco ball, on a quand même une musculature qui est assez marquée, avec cette fois-ci une très bonne connaissance vraiment de tous les muscles. On a quand même une représentation qui reste donc dans une certaine mesure, c'est-à-dire que les muscles sont bien marqués, délimités, mais c'est pas un athlète bodybuildé qu'on nous montre. Et ça, c'est important hein, dans le concept donc de l'athlète grec. Il y a vraiment aussi cette idée d'équilibre et d'harmonie. L'athlète, c'est celui qui se rapproche du corps des dieux. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que finalement, parfois, on a du mal dans certaines sculptures antiques à distinguer s'il s'agit d'un dieu ou d'un athlète. Bon, alors celui-ci, c'est facile, il est en train de lancer un disque. Alors dans une posture qui est complètement irréaliste, hein, puisque en réalité, il est impossible de se positionner comme ça pour lancer un disque. En fait, ici, c'est la combinaison de deux mouvements, le mouvement où il prend de l'élan et le mouvement où il s'apprête à lancer le disque. Mais ce qu'on peut noter, c'est que ce soit donc des dieux ou des athlètes, et qu'on a parfois du mal à distinguer, on a toujours en fait la volonté de créer quelque chose dans lequel l'équilibre est important, l'harmonie est importante. En fait, les athlètes, ce sont aussi ceux qui vont représenter cette harmonie entre la puissance et la précision. C'est vraiment une représentation de la maîtrise. Et je vous le disais tout à l'heure, chez les Grecs, ce qui est important dans l'Antiquité, hein, c'est vraiment cette idée que la beauté ne peut pas être, n'existe pas seule, n'existe pas en dehors de l'harmonie, n'existe pas en dehors de l'équilibre ou de la bonté. Hein, on associe vraiment les trois éléments ensemble. Vous avez ici donc une sculpture qui justement reste un peu indéterminée, qu'on appelle le diadoumène. Le diadoumène, c'est celui qui est le vainqueur avec les bras levés. Mais ça pourrait très bien être aussi un dieu qui est vainqueur à l'issue d'un combat. À ses pieds, il y a un carquois avec des arcs et des flèches. Donc on peut penser aussi au dieu Apollon, hein, qui pourrait être représenté de cette manière. Alors, dans cette recherche d'idéal de beauté, on travaille donc beaucoup aussi avec les mathématiques en Grèce antique et aussi durant la période romaine. Il y a beaucoup de philosophes qui ont réfléchi sur la question. Ils sont pas tous d'accord, mais c'est vrai que Platon, par exemple, se méfie beaucoup de la beauté. Il considère que la beauté a une existence autonome, que la beauté ne s'exprime physiquement que par accident, qu'il définit plutôt la notion de splendeur, hein, Platon. Et en tout cas, ce qui ressort un peu de ses recherches, de sa pensée, c'est que il faut plutôt essayer de dépasser la beauté humaine pour rechercher plutôt la beauté de l'esprit. Donc plutôt laisser de côté la beauté des formes pour privilégier la beauté de l'esprit. Et que si vraiment on recherche la beauté des formes, à ce moment-là, c'est la beauté des formes géométriques et mathématiques. Pour autant, dans la statuaire antique, on n'utilise pas toujours les calculs géométriques. On va plutôt s'intéresser à quelque chose qui est de l'ordre du calcul des proportions. Donc en fait, on définit pas un idéal de beauté qui serait d'avoir une certaine taille ou une certaine longueur de bras ou une longueur de jambe, etc., ou de longueur de nez. Mais on calcule plutôt par un système de proportions, c'est-à-dire qu'il faut que la tête soit répartie plusieurs fois dans le corps humain. Enfin, la hauteur du corps correspond à une proportion, à un multiple de la taille de la tête, par exemple. La longueur du bras doit correspondre à une proportion de la longueur de la jambe, etc., etc., pour qu'il y ait cet équilibre et cette harmonie. Donc, ce qui est intéressant avec ce principe-là, que vous pouvez voir parfaitement reproduit dans cette autre sculpture d'athlète qu'on appelle le doryphore. Donc, le doryphore, ça signifie littéralement le porteur de lance. Malheureusement, celui-ci, il a perdu sa lance. Eh bien, ce que l'on voit en fait très clairement ici, c'est ce qu'on appelle le canon
de beauté grecque, c'est-à-dire un rapport idéal de proportion entre toutes les parties du corps. Mais si on voyait le personnage selon un autre angle de vue, si on avait en fait un changement de perspective, si le corps était en mouvement, donc les athlètes sont parfois effectivement en mouvement, eh bien on pourrait quand même garder ce même rapport de proportion. L'important est que le rapport de proportion soit harmonieux pour le spectateur qui regarde l'œuvre selon son point de vue. Et donc c'est pas une règle mathématique universelle, mais c'est vraiment quelque chose qu'on va appliquer en fonction des situations. Alors, à partir de la fin de l'Antiquité, on va assister à quelque chose d'un peu différent, puisque l'arrivée du christianisme va influencer la pensée qui va, à un moment donné, changer radicalement sur la représentation du corps humain. L'homme va passer au second plan par rapport à Dieu, et le corps humain va devenir donc plus stylisé. Alors, c'est pas le David de Michel-Ange qui montre bien ça, mais c'est plutôt cette sculpture de Pierre de Montreuil, où vous voyez une représentation effectivement d'un corps qui paraît proportionnellement pas très bon. En réalité, à partir du Moyen-Âge en particulier, on va continuer à s'intéresser à cette idée des proportions que on avait vu émerger dans l'Antiquité. Mais on va chercher des proportions plus symboliques. Dans l'Antiquité, on choisissait des proportions harmonieuses qui étaient quand même inspirées par les meilleurs exemples qu'on pouvait voir sur les hommes réels. À l'époque chrétienne, ce qui est important, c'est le rapport symbolique entre l'homme et le monde. Et donc, on va aller chercher des rapports de proportion qui s'inspirent du monde. C'est-à-dire, on sait que le nombre 4 est un nombre assez fiable puisqu'il y a 4 vents, 4 points cardinaux, 4 saisons, 4 phases de la lune, 4 lettres dans le prénom Adam. Vous voyez qu'on peut aller très loin avec ça. Eh bien, on décide donc que le chiffre 4, l'homme doit s'inscrire dans le chiffre 4. Et donc, on fait en sorte que souvent, les corps humains puissent tenir dans un carré. Alors évidemment, bras écartés, la taille des bras écartés de cet homme doit correspondre à peu près à sa hauteur totale. On va aussi faire essayer de rentrer les hommes dans des figures géométriques, comme chez Villard de Honnecourt, qui est un architecte plutôt, mais qui travaille aussi sur tout un système de proportions. L'objectif des artistes médiévaux, c'est pas de représenter le corps de l'homme tel qu'il est dans la réalité, mais de révéler l'harmonie cachée derrière, qui est un reflet du divin, un reflet de Dieu. Donc, autant l'homme ordinaire peut être imparfait, autant l'homme représenté comme étant une création divine doit être en fait inscrit dans un système idéal et toujours très mathématique. Alors cette fois-ci, vous voyez chez Villard de Honnecourt, il est plus forcément question d'un rapport de proportion, mais plutôt de comment on fait rentrer l'homme dans un triangle, dans un carré ou dans une étoile à 5 branches, comme c'est le cas ici. On va chercher des symboliques derrière tout ça. Donc le carré, le cercle, l'étoile, ce sont des éléments qu'on retrouve assez souvent dans ces recherches de proportions, donc de l'époque médiévale. Alors bien sûr, ça conduit à des corps qui sont très déformés par rapport à la réalité, mais c'est pas grave puisque la beauté ici, c'est la beauté mathématique, c'est la beauté finalement inspirée de l'ordre divin. Et même des artistes comme Albrecht Dürer au début de la Renaissance, qui sont des artistes qui vont en fait s'intéresser à la représentation de la statuaire antique et qui vont rechercher beaucoup plus de naturalisme, eh bien même ces artistes-là vont utiliser des formes géométriques. Alors pas sur ce schéma-là, qui est un schéma, vous voyez, plutôt de calcul de proportion, mais sur celui-ci, par exemple, où il fait rentrer le corps humain dans des boîtes qui lui servent ensuite à calculer la perspective. Donc, on est bien à la fois sur des mathématiques, mais aussi ici sur une volonté d'être dans le réalisme par la suite. C'est-à-dire que les mathématiques ici, elles sont au service du réalisme. Alors, ce qui s'est passé entre Villard de Honnecourt et Albrecht Dürer, c'est l'apparition de l'humanisme.
c'est-à-dire cette quête du corps à la Renaissance, elle va évidemment évoluer avec toutes les théories. Si la théorie du microcosme reste très importante, alors le microcosme, c'est l'idée que l'homme est vraiment une créature issue de Dieu, et que ce qui est important, c'est donc de montrer dans l'art l'harmonie de la création divine, et l'homme est l'ouvrage le plus parfait de Dieu sur terre, et donc si l'homme est l'ouvrage le plus parfait de Dieu sur terre, il est effectivement au centre de la réflexion des proportions. Malgré tout, on va progressivement tenir compte aussi du fait que l'homme a une existence autonome avec un libre arbitre, et que l'homme, tout en étant une création divine, peut aussi être digne d'intérêt au sens strict. Et vous allez voir comment on va partir d'un corps qui, vous voyez, est très très schématique ici, à un corps qui va être de plus en plus réaliste. Alors, on commence ici avec Giotto au début du XIVe siècle, avec la quête d'un corps qui obéit donc à un système d'harmonie, et qui est particulièrement évident ici, puisque on a affaire au corps du Christ, ici au centre. Donc l'artiste Cennino Cennini a été assez clair sur ce point. Il faut en fait chercher les mesures rationnelles pour représenter le corps humain masculin. Le corps humain féminin, on s'en fiche. Les femmes sont des créatures irrationnelles, mais l'homme, en tant que créature rationnelle créée par Dieu, il peut en fait avoir un corps basé sur une structuration importante. Et donc Cennino Cennini et Giotto, qui appliquent en fait ici un peu les mêmes théories, ils ont dans l'idée que on peut aussi utiliser un rapport de proportion comme le faisaient les Grecs dans l'Antiquité, mais un rapport de proportion symbolique basé sur un système divin. Et notamment, alors je sais pas si on le voit très bien sur cette image qui est un peu floue, mais les visages correspondent sont divisés en tiers, en 3 parties. Le front, la partie du nez, la partie du menton, qui doivent être à peu près identiques, parce que on est dans un système ternaire qui évoque évidemment la Trinité, et ça tombe bien ici, puisque dans ce tableau de Giotto, vous aviez la Trinité de représenter Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, avec la colombe qu'on voit pas très bien, mais qui est ici au centre. Donc progressivement, cette théorie-là va évoluer. Mais elle part de loin, cette théorie, puisqu'elle part quand même de toutes ces enluminures que vous avez certainement déjà vues au Moyen-Âge, dans des manuscrits, dans des livres enluminés, qui représentent en fait l'homme comme une sorte de microcosme de ce macrocosme divin, ce cosmos divin. L'homme, en fait, a une analogie avec l'univers, et donc l'homme, à la fois, est une créature de Dieu, mais c'est aussi, finalement, un objet, un élément qui, dans ses proportions, est le reflet de l'harmonie du monde. Et pourquoi ? Eh bien, parce que on peut montrer un parallèle. Alors on peut aller très très loin. On peut montrer un parallèle entre la régularité des battements du cœur ou du rythme de la respiration et la régularité de l'alternance des saisons, du mouvement des planètes, de l'alternance de jour et de nuit. Et on peut mettre tout ça en perspective avec la beauté du chant des oiseaux, la beauté des mers et des montagnes. Enfin voilà, tout ça est relié. Tout ça est relié évidemment avec la figure tutélaire de Dieu, vous voyez, bien au-dessus. Ce qui change à la Renaissance, c'est que cet homme placé au centre du monde, il va, tout en restant sous le couvert de Dieu, il va prendre en fait une certaine autonomie avec cette idée du libre arbitre que du coup les humanistes défendent, et ça va nous donner en fait une envie de représenter le corps humain en allant chercher le réalisme des modèles antiques et en l'adaptant donc à cet héroïsme chrétien, puisque
même si on continue de représenter, enfin on va reprendre les représentations des personnages mythologiques à la Renaissance. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment dans le christianisme, on va intégrer les idéaux de beauté antiques. Et donc, on peut voir ça assez bien dans le travail de Donatello. Il y a une vraie progression, en fait, dans la façon dont Donatello va concevoir le corps humain. Ici, c'est une œuvre de jeunesse de Donatello qui date du tout début de sa carrière, une représentation du jeune David pour la cathédrale de Florence. Et vous voyez que il y a encore des proportions assez maladroites. Il y a aussi un corps qui anatomiquement n'est pas tout à fait juste dans la position des bras, mais qui, bras écartés, doivent correspondre à la hauteur totale, certainement, du corps. Mais on voit poindre quand même des choses intéressantes, et notamment, on voit peindre le léger mouvement de la base du corps, qui ressemble fortement au contrapposto antique. Contrapposto qu'on va clairement retrouver dans cette sculpture plus tardive du même Donatello, cette fois-ci en bronze. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de différences. On récupère ici la nudité pour un personnage dont la condition de nudité n'est pas essentielle. Autant Adam et Ève, on les représente nus parce que ça a du sens. Autant le Christ peut être représenté nu parce que ça a du sens. Autant David, il n'y a pas forcément de raison de le représenter nu dans la statuaire, si ce n'est que ici Donatello s'inspire des modèles antiques. Et donc, il va retrouver ici les rapports de proportion qui ressemblent à la statuaire antique, mais adaptés à un héros chrétien. Et on retrouve le fameux contrapposto. Alors, le contrapposto, c'est quoi? C'est ce léger décalage, vous voyez, ce léger mouvement, une jambe d'appui, une jambe ployée. Ça fait un léger déhanché. Il y a comme une sorte de courbe et de contre-courbe dans la posture du corps. C'est pour ça que ça s'appelle le contrapposto, c'est une contre-posture. Et vous voyez que ça aussi permet d'équilibrer la ligne du haut des épaules qui bascule d'un côté et des hanches qui basculent de l'autre côté. On est toujours dans cette idée de rapport d'équilibre. C'est-à-dire que si on bascule d'un côté à un moment donné, on doit basculer de l'autre à un autre moment pour que tout ça soit harmonieux et équilibré. Et les artistes de la Renaissance vont en fait être influencés par la redécouverte des textes antiques sur cette idée de travailler les proportions du corps comme quelque chose qui est à la fois peut-être mathématique, mais qui peut être aussi inspiré par une sorte d'équilibre et d'harmonie universelle qui peut aussi fonctionner avec l'idée de microcosme chrétien, en fait, qui fonctionne aussi avec le microcosme chrétien. L'œuvre qui est vraiment emblématique de cette évolution, c'est bien sûr le David de Michel-Ange. Donc, on est un siècle après celui de Donatello, le tout premier de Donatello. Et vous voyez que Michel-Ange, en fait, ce qui nous représente, c'est une statue antique, mais représentant un personnage chrétien. La tête est un peu plus grande que nécessaire, mais c'est une sculpture qui mesure 4 mètres de haut. Donc sachez que quand on la regarde, on ne la regarde jamais en face comme là, je vous la montre, mais plutôt en contre-plongée. Donc le fait que la tête soit un peu grande est rattrapée par la perspective de notre regard. Et c'est là qu'on retrouve en fait vraiment ces théories des proportions antiques. Alors, on est dans ces recherches ici avec une vision du corps humain vraiment valorisée, avec une nudité qui est revalorisée aussi progressivement à la Renaissance. Et on est aussi dans une recherche qui va s'inscrire dans une volonté de compréhension des séances de dissection, des travails de dessin extrêmement développés par tous ces artistes pour arriver effectivement à quelque chose de plus en plus élaboré. Et donc le David de Michel-Ange, c'est un peu l'aboutissement, je dirais, des recherches de la première Renaissance. On est vraiment sur quelque chose qui reprend le modèle antique vraiment à la perfection, mais en y ajoutant je ne sais pas si vous le voyez bien sur l'image, mais des détails extrêmement précis au niveau des clavicules, des articulations du cou,
des articulations des poignets, des mains, on voit les veines en fait sur les mains. C'est une précision anatomique qui correspond aussi en même temps à ce besoin de connaissance de la Renaissance. Et on peut aussi se dire qu'on retrouve un peu le même univers chez Léonard de Vinci, notamment avec cet homme de Vitruve qui réussit à conjuguer l'homme dans un carré et l'homme dans un cercle, hein, donc avec des références quand même à la pensée, vous voyez, chrétienne médiévale, mais avec aussi une extrêmement bonne connaissance finalement de l'anatomie, même si la précision anatomique n'est pas le sujet de cette esquisse. On le sait, Léonard de Vinci pratiquait aussi beaucoup les séances de dissection, connaissait également très bien l'anatomie, donc on retrouve chez lui une sorte de lien vraiment parfait entre le réalisme et l'idéalisation. Et ce réalisme, cette idéalisation, va se trouver développée à partir du XVIIe siècle autour de la question aussi de l'expression des passions. Parce que pour l'instant, on est d'accord que dans la statuaire antique ou même dans la statuaire de la Renaissance, en tout cas dans une certaine mesure, on s'est beaucoup intéressé à l'idéal de beauté du corps, mais on n'a pas forcément beaucoup relié ça à la transmission d'émotions à la fois artistiques et d'émotions tout simplement de plaisir des personnages ou de non-plaisir d'ailleurs des personnages. Donc, au XVIIe et au XVIIIe siècle, le corps va être l'objet de discussions théoriques et d'un enseignement qui va être de plus en plus porté par les académies. Ces institutions académiques vont faire de la représentation du corps nu et du corps nu masculin un des fondements de l'art. Et donc, on va apprendre son métier d'artiste à partir de modèles vivants, qu'on appelle donc des académies. Vous voyez ici le portrait de Louis II de Boulogne, qui est en fait professeur à l'académie et qui nous montre en arrière-plan ses étudiants en train de faire une séance de modèles vivants. Donc on apprend à partir de modèles vivants et on s'intéresse à des traités théoriques. C'est la formation par excellence des artistes les plus privilégiés qui ont pour finalité de maîtriser l'exécution du nu masculin, qui occupe une place centrale dans le processus de création et qui leur permettra plus tard, dans l'idéal, de devenir des peintres d'histoire. Donc à l'académie, dans les académies, l'enseignement se veut collectif et théorique, et on fait beaucoup de travail de dessin. Le dessin qui est à la fois la trace, mais qui est aussi un travail de réflexion. Et pourquoi le dessin est important? Parce qu'il va permettre aussi de corriger et d'idéaliser la forme humaine qu'on a observée dans la réalité pour obtenir la forme parfaite du dessin. C'est important pourquoi? Parce que les artistes du XVIIe et du XVIIIe siècle, ils revendiquent justement une place privilégiée au sein de la société et de ne plus être de simples imitateurs, mais d'être des créateurs. Et pour être un créateur, il faut passer par cette phase en fait de recréation de la réalité. On ne peut pas se contenter de copier la réalité, il faut la repenser. Donc jusqu'à une date assez avancée du XXe siècle, les modèles sont essentiellement masculins pour des raisons de mœurs, mais aussi parce que là encore, étant donné que les modèles sont les modèles antiques ou les modèles de la Renaissance, et qu'à ces époques-là, on choisissait plutôt des modèles masculins comme archétype de modèle ultime du canon humain, eh bien, on juge qu'il est plus noble et plus digne de représenter les corps masculins. Donc c'est vraiment le corps masculin qui va cristalliser là encore toutes ces recherches. Ce qu'on peut dire, c'est que on peut pas laisser de côté complètement aussi le vecteur émotionnel. Un beau corps peut être froid et de marbre, alors de marbre que ce soit de la sculpture ou pas d'ailleurs, mais parfois un beau corps peut être aussi vecteur d'émotions contradictoires. Et c'est ça qui va intéresser les théories des artistes, notamment sur les théories des passions. On est bien d'accord que dans la poursuite
des théories d'Aristote, quand on regarde quelque chose de beau, mais qui montre un drame, on va vivre des émotions extrêmement contradictoires. En fait, l'art a ça, de donner à voir quelque chose qui peut être horrible. Ici, vous avez Milon de Crotone qui est en train de se faire dévorer par un lion et qui va mourir. Hein. Et en même temps, on peut éprouver du plaisir parce que c'est beau, parce que c'est bien représenté, parce qu'il y a des belles proportions, parce que c'est harmonieux. Et donc, l'idéalisation est finalement une manière de transcender le sujet et de lui redonner sa dimension d'exemple. C'est-à-dire que c'est pas vraiment Milon de Crotone que l'on voit ici, même si émotionnellement on a travaillé le rendu des émotions, le corps torturé, mais c'est l'image de l'histoire de Milon de Crotone qu'on nous donne à voir pour dépasser en fait la tragédie de l'histoire et pour que cette histoire puisse servir d'exemple. Alors, on voit dans cette recherche là que du coup, les positions du corps vont être plus diversifiées et les expressions des visages aussi vont être beaucoup plus travaillées pour toucher l'émotion du spectateur, que le spectateur soit ému, mais cette émotion, c'est à la fois le drame, la douleur, la tragédie, et c'est aussi le plaisir de voir comment l'artiste a réussi à rendre ça dans un bloc de marbre. Donc là, on touche à quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'art qui transcende vraiment toutes les pires choses possibles. Alors ça marche évidemment aussi dans le domaine de la peinture, où on va représenter des tragédies, des personnages morts, des corps morts, mais qui restent malgré tout très beaux et qui peuvent produire aussi un plaisir esthétique dans la contemplation de ces corps malgré la mort en fait. Là, je vous montre un sujet mythologique avec Hyacinthe et Apollon, mais ça marche aussi avec le Christ, le corps du Christ, qui est à la fois très beau quand il souffre dans sa douleur, mais qui peut être aussi très beau dans la mort, et que les artistes ne sont plus à représenter vraiment de ces différentes manières. Le néoclassicisme de la fin du XVIIIe siècle va grandement exploiter cette dimension esthétisante, je dirais, de l'art, en s'appuyant sur des modèles antiques qui sont facilement copiés et avec des personnages qui obtiennent des corps héroïques, et qui en font de véritables héros. Là, vous avez peut-être une impression de déjà-vu. Évidemment, cette sculpture de Canova, elle est inspirée par l'Apollon du Belvédère que nous avons vu tout au début de cette conférence. Voilà un détail de cette magnifique sculpture. Alors oui, ça peut paraître parfois un peu froid quand on est vraiment dans cette période du néoclassicisme, mais c'est assez d'ailleurs intriguant de voir comment on nous montre une scène de décapitation. Ici, c'est Persée qui décapite la tête de Méduse, et en même temps, comment on a une sorte d'idéal vraiment de beauté qui émerge de cette histoire tragique. Alors ça peut être le cas pour évidemment tous les héros, mais les corps héroïques, ils sont aussi utilisés pour représenter des hommes ordinaires, avec parfois aussi cette dimension extrêmement mélancolique et sensible qu'on retrouve assez bien dans cette étude de Hippolyte Flandrin, où la nudité masculine ici, elle est aussi en fait dans la perfection évidemment des formes. Elle est aussi dans l'évocation des sentiments humains qui vont trouver une association avec les formes de la nature. Et alors, voilà, dans ce contexte du début du 19e siècle, on arrive un peu, parfois, dans l'esthétisation du corps, à réussir à combiner un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire la volonté d'exprimer des émotions, l'idée de montrer que l'homme est intégré à la nature, l'homme est à la recherche de cette communion avec la nature, et en même temps, on est dans une forme de perfection esthétique.
Et ça marche très bien avec le développement notamment des théories hygiénistes qui vont prôner l'exercice physique et le grand air pour justement améliorer le corps et l'esprit. Et vous savez qu'un esprit sain dans un corps sain, avec cette connivence avec la nature, ça reste un fantasme assez moderne. Pour terminer cette conférence, alors évidemment, je vous parle des corps idéalisés dans cette conférence. Je ne vous parle pas de tout un autre pan de l'histoire de l'art où on va chercher à représenter des corps non idéalisés. Là, aujourd'hui, c'était notre sujet du jour, c'était vraiment l'homme idéal. Donc évidemment, dans cette recherche d'idéalisation, on va avoir une sorte de rupture avec le début du XXe siècle, puisque la révolution cubiste, l'art brut, certains artistes comme Giacometti vont remettre en cause complètement l'idée de beauté dans la représentation du corps, et même l'idée de vraisemblance, c'est-à-dire que les sculptures de Giacometti, par exemple, ne représentent plus un corps vraisemblable. Et évidemment, on est aussi éloigné de la proportion. Donc on va avoir des corps disloqués, défigurés, géométrisés, stylisés, qui va complètement bouleverser la représentation picturale et sculpturale du XXe siècle. Pour autant, les théories des proportions se développent encore. Et là, je vous montre à la fin du XIXe siècle les théories de Paul Richer, qui est à la fois un médecin et un artiste, qui est spécialiste de l'anatomie, qui publie des planches de rapports de proportion du corps humain, qui vont être des supports de réflexion pour beaucoup d'artistes dans les décennies qui vont suivre. Donc, inspiré par toutes ces théories-là, on va retrouver, vous voyez, des réflexions théoriques autour des rapports de proportion chez, par exemple, Le Corbusier. Alors, Le Corbusier, il va notamment s'inspirer des théories de Paul Richer, mais intégrer à ça des éléments mathématiques autour du nombre d'or, et il va construire l'image nouvelle, représentative d'un homme moderne aux dimensions parfaites, mais qui n'est pas réaliste, et qu'il appelle donc le modulor. Alors, je vous montre ici en fait une représentation du modulor sur une des unités d'habitation construites par Le Corbusier à Berlin. En fait, dans cette idée-là, l'homme mesure, vous voyez, 1,83 m, son centre est au niveau du nombril, à condition qu'il lève le bras. Oui, il y a toutes sortes de conditions là-dedans. Et tous ces rapports de proportion qui sont basés sur les séries de Fibonacci et le nombre d'or sont également des éléments qui vont servir ensuite au Corbusier à construire ces espaces d'habitation. Évidemment, on est sur un corps idéal, un corps moyen, un corps moderne, qui n'est pas celui de tout le monde, qui est une vision de l'esprit, mais qui est une vision de l'esprit qui va permettre effectivement de penser finalement le monde. Alors, dans cette pensée du corps parfait et du monde, on a aussi la Seconde Guerre mondiale qui est un moment important. En fait, les événements tragiques, les massacres, les génocides, vont conduire à une importante révolution plastique où on va s'opposer aussi à la représentation d'un corps idéalisé. Mais cette opposition à un corps idéalisé, elle est en grande partie aussi liée au développement de l'idéologie nazie, qui a très longtemps prôné un retour au corps antique, équilibré et parfait, et qui l'a exploité, utilisé comme élément de propagande. Donc, je ne vais pas vous montrer de propagande nazie dans cette conférence, mais sachez qu'en 1936 à Berlin a eu lieu une grande exposition dans laquelle on avait mis au centre une réplique du disco ball qu'on a vu tout à l'heure. Et Hitler lui-même a acheté en fait le disco ball dans l'année qui a suivi. La représentation du corps exemplaire à la musculature parfaite participait en fait pour les nazis de la démonstration de la supériorité aryenne qu'ils reliaient à la Grèce antique. Pour contrer cette propagande qui était quand même assez impactante pour la représentation du corps, on va dire, d'un corps parfait,
il y a eu deux voies qui se sont développées. Une première voie où on a abandonné complètement l'idéologie du corps parfait et où justement on s'est mis à représenter des corps défigurés, géométrisés, disloqués, voilà. Et cette affiche des JO de 1948 qui utilise le même modèle que ce que faisaient Hitler et les nazis, c'est-à-dire le modèle du disco ball, ici dans une version, une copie qui est une version anglaise. Ce disco ball, il est représenté devant le palais de Westminster et il est en fait le reflet de l'association vraiment volontaire de cette référence à l'Antiquité, non plus associée à l'idéologie nazie, mais bien à la démocratie moderne, la démocratie britannique en l'occurrence ici, et qui essaye en fait de faire table rase de cet épisode négatif du XXe siècle. Cette image-là, elle permet donc de faire revenir sur le devant de la scène, dans les années 50, 60, 70, l'idéalisation du corps. Cette idéalisation du corps va certainement être vraiment cristallisée dans la publicité, où le corps masculin va reprendre en fait une place centrale avec la représentation d'un corps photoshopé, avec des photoretouches. Ce que montre bien en fait le travail du groupe d'artistes, du duo d'artistes Pierre et Gilles, qui dans toutes leurs photographies travaillent avec des photographies de départ qui sont retouchées par donc le travail de la peinture et du collage. Et donc chez eux, c'est une façon de mettre en exergue vraiment ce travail de l'image parfaite, retouchée, retravaillée, qui est d'ailleurs souvent exploité dans la publicité, puisque vous voyez, leurs propres créations vont parfois être réexploitées dans la publicité. Et donc on voit bien que la libération du corps arrive dans les années 60 et 70, mais pour autant ne va pas faire disparaître cet idéal du corps parfait, aux proportions parfaites, retravaillé en fait par l'intellect humain, si ce n'est peut-être que on va y voir une version plus érotisée, certainement plus qu'en tout cas dans une grande partie des statues antiques ou plus anciennes que je vous ai montrées précédemment. On va rechercher peut-être aussi le côté mercantile, et on va peut-être aussi former plus les mentalités à percevoir ces corps idéalisés comme des corps atteignables, alors qu'en réalité, que dans la sculpture antique ou de la Renaissance, il était très clair que ces corps idéalisés n'étaient pas les corps réels et n'étaient donc pas des corps atteignables dans la vie quotidienne. Je vous laisse sur ces petits éléments de réflexion. J'espère que ça vous a donné envie de re-regarder des sculptures antiques, peut-être de feuilleter des magazines pour voir aussi des publicités actuelles et voir dans quelle catégorie on se situe aujourd'hui. Je vous laisse ici pour cette fois et je vous dis à très bientôt.